inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Esmeralda, mon émeraude, c'est ici, dans cette cathédrale, que je t'ai vue et de suite reconnue comme la plus belle des princesses. Toi, gitane insolente, dans cette cathédrale qui mit 200 ans à être construite, de la moitié du XIIe à la moitié du XIVe siècle. 200 ans. Pendant 200 ans, je voudrais te tenir dans mes bras. Tu voudrais m'enlacer 200 ans? Mais je vais mourir étouffée. Mais Esmeralda, mon amour sera gothique, flamboyant. Si tu veux bien, tes yeux à toi rivaliseront avec ces deux rosaces en vitrail. Tes yeux sont lumineux, si ouverts, si divins, qu'ils éclipseront ces deux rosaces qui ont pourtant chacune 13 mètres de diamètre. Ces rosaces sont si grandes, mais la profondeur de tes yeux est infinie. Quasimodo, ta parole est comme celle de tous les amoureux, fragile et changeante. Mais Esmeralda, tu verras qu'en 2019, nous serons encore l'un des symboles de l'amour fou. Mais tu sais très bien, comme moi, que cette cathédrale a fait l'objet d'une restauration importante au XIXe siècle et qui va subir de gros dégâts au XXIe siècle. Mon amour à moi ne changera pas. Aime-moi, aimons-nous. Je ne crois qu'aux certitudes absolues, Quasimodo. Si tu veux m'assurer que ton amour est parfait, si parfait est ton regard, si tu fais de moi le plus beau des modèles en te positionnant de manière idéale, si tu trouves le bon angle, je m'engage! D'abord, ne t'emballe pas et reste un peu modeste, Esmeralda. Revenons à des choses plus concrètes où, pour une fois, les mathématiques ont fait retomber la pression. Tu me parles d'angle? On va te calculer, mais d'abord, oublie ta petite personne et rends-toi disponible pour t'ouvrir à un des plus grands moments et un des plus grands personnages de la pensée grecque. Son nom, tu le sauras si tu m'écoutes jusqu'au bout. Un angle, disais-tu? Si toi, Esmeralda, du haut de ton petit mètre 50, tu te places en haut de la tour, haute de 69 mètres, et si Quasimodo se place sur le parvis à 42 mètres du bas de cette tour, sous quel angle te voit-il? Eh bien, c'est pas compliqué. Place à la trigonométrie. Nous connaissons le côté adjacent à l'angle cherché et le côté opposé. Et grâce à la trigonométrie, nous pouvons savoir que Quasimodo te voit sous un angle d'environ 69 degrés. Ça te va? Je suis un peu déçue. Je reste un peu sur ma faim. Tu emploies des mots compliqués comme trigonométrie, mais d'où cela vient-il? Étymologiquement, cela signifie la mesure des trois angles. C'est donc une propriété mathématique qu'on utilise dans les triangles. On se limite au triangle rectangle au collège. Oui, mais d'où sort cette propriété? Elle a été démontrée par le célèbre mathématicien grec Thalès. Ah, Thalès, quel nom invocateur. Oh, Esmeralda, je te rappelle Quasimodo est là. Ah oui, pardon. C'est bien beau, mais ce cher monsieur Thalès, comment a-t-il fait, lui, pour démontrer son théorème? Tu nous fatigues avec tes questions. Eh bien, il s'est servi de 5 règles de base. La première étant, il existe toujours une droite et une seule passant par 2 points sur un plan. Tout segment peut être prolongé de ses 2 côtés pour former une droite. Il existe toujours un cercle qui a pour point central une extrémité d'un segment et pour rayon sa longueur. Tous les angles droits sont superposables et si l'on prend un point et une droite, il existera une seule droite parallèle à la première. Cela paraît vraiment évident. Je suis
déçu. Déçu? Mais tu ne te rends pas compte. Seulement ces 5 règles, et seulement ces 5 règles, ont réussi à démontrer toute la géométrie. Tous les plus grands mathématiciens comme Thalès et Pythagore s'en sont servis. D'accord, ne t'énerve pas. Mais si elles sont si importantes, ces 5 règles, elles doivent bien avoir un nom. Je pense que tu as compris. Eh bien, ce sont les 5 axiomes d'Euclide. Et que se passe-t-il si on prend d'autres axiomes que ceux d'Euclide? Eh bien, on construit une autre géométrie. Je pourrais te parler de celle étudiée par Henri Poincaré, un français si tu veux. Comme quoi, tout dépend du point de vue qu'on adopte. Quel est l'édifice conçu en 1667, rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Pas d'idée, Walou? Allez, aidons-les un peu. Soyons des profs bienveillants. Nous. Ce bâtiment fut dessiné par l'architecte et médecin Claude Perrault, oui, le frère du conteur Charles Perrault, et fut dirigé pendant ses 125 premières années par la famille Cassini. Toujours rien? Non? Et si on vous donnait l'adresse 61 avenue à Paris, c'est le nom du bâtiment, on va quand même pas tout vous dire. On le dit bienveillant. Ce bâtiment permet, en 1963, de corriger la carte de la France, de la planète, et de montrer que la Terre est aplatie. Et en 1995, on y découvre la première exoplanète. C'est l'Observatoire de Paris. Nos copains matheux vont donc naturellement vous parler de triangulation et de Pythagore et des cordes. Pas d'angoisse, ils sont bienveillants. Oui, vos copains matheux, comme vous dites, aimeraient qu'on arrête cette logique de jeu infantile, de devinettes qui ne servent à amuser que des parents qui, de toute manière, rieront à toutes vos blagues. Diable, que rende le culte au Dieu objectivité. Et pour commencer, objectivité biographique et historique. Chère apprentie mathématicienne, jetons un sort au destin exceptionnel de la famille Cassini. Ils sont les premiers à avoir entrepris une cartographie très rigoureuse du territoire français. Ce sont les premiers à l'avoir créée, mais ils ont mis un siècle. Ils ont donc ainsi posé les bases de ce que l'on appelle la triangulation. Cette triangulation se fait à partir du méridien de Paris, passant par Paris. Ce méridien se fait à partir du demi-cercle qui joint les deux pôles, passant par Paris. Pourquoi Paris? Sans doute parce que le Cassini y travaillait. Sois scientifique et pratique si tu veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Le méridien de Paris et les deux pôles. D'ailleurs, aujourd'hui, on se base sur le méridien de Greenwich, car sur le plan international, les Anglais nous ont surpassés. Un chameau? Mais que vient de faire un chameau au milieu de tous ces triangles? Vous savez, vous? Ah si, c'est vrai, je m'en souviens. Mais tant qu'à faire, je vais vous faire deviner pourquoi un chameau. Alors, quelqu'un sait? Non. Les chameaux marchent de longue distance, non? Autrefois, dans l'Antiquité, nous n'avions pas de voiture pour mesurer les territoires. Alors donc, toujours rien? Bon, je vous le dis, sinon on en aura jusque demain. Les chameaux servaient aux bématistes pour mesurer des territoires autrefois, car ils marchent d'un pas très régulier. Merci les chameaux. Je vous parle de triangulation, mais regardons cette petite vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre le principe. À la borne 1, elle va mesurer l'angle entre la borne B et la borne C. On reporte cet angle sur la carte. Ici. Par ailleurs, on a mesuré sur le terrain la distance qui sépare la borne A de la borne B. Maintenant, Fred va se déplacer, rejoindre borne B
et mesurer l'angle entre la borne A et la borne C. On reporte également cet angle sur la carte et désormais, on sait où se trouve le point C. On connaît cet angle, on connaît celui-ci, on connaît également la distance entre A et B. On va pouvoir calculer la longueur de chaque côté et on va pouvoir en déduire les coordonnées du point C. Si maintenant on place une nouvelle borne sur le terrain, la borne D, on a un nouveau triangle, on va mesurer l'angle ici, l'angle là. On connaît cette distance, on va donc pouvoir en déduire les coordonnées du... Et c'est ainsi que de borne en borne, on a triangulé la France, on a donc déterminé une multitude de points, les coordonnées d'une multitude de points, et grâce à ces points, eh bien on peut maintenant dessiner la France. Le calcul des longueurs à partir des angles se fait à l'aide de la trigonométrie. Et cela, on l'a appris en troisième. D'ailleurs, on étudie beaucoup les triangles en troisième, car on les retrouve partout. Dans la triangulation, bien sûr, mais on peut aussi partager n'importe quel polygone en triangle. Donc, si l'on maîtrise bien les polygones, on maîtrise les triangles. C'est donc pour cela qu'on étudie les théorèmes de Thalès et de Pythagore. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et la triangulation sert à plein d'autres choses. À trouver des coordonnées de GPS, fabriquer des maillages géométriques qui permettent de dessiner des personnages et des objets 3D, notamment dans les jeux vidéo. Mais revenons-en aux triangles qui nous sont si précieux et disons quelques mots sur le triangle 3, 4, 5, aussi appelé le triangle égyptien. C'est le seul triangle rectangle dont les mesures de ses côtés sont des entiers consécutifs. Je l'ai prouvé cette année grâce à la réciproque du théorème de Pythagore et l'algèbre, encore et toujours elle. Si ça vous intéresse, je vous ferai la démonstration en fin de soirée. Ce triangle ne servait il n'y a encore pas si longtemps à tracer des angles droits, très pratique pour certains artisans du bâtiment. Et cette corde, c'est un outil fantastique qui nous permet aussi de tracer des cercles. Voyez, voyez, braves gens, bienvenue aux arènes de Lutèce. Ces arènes existent depuis les années 100 après Jésus-Christ. Elles furent construites par les Gaulois sous l'influence des Romains. Elles pouvaient accueillir jusqu'à 17 000 personnes qui venaient fréquemment observer des combats de gladiateurs et d'animaux. En 577, un architecte nommé Chilpéric rénova des rénovateurs. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes en 1860 et les arènes ont été laissées à l'abandon depuis très longtemps. Le percement de la rue de Monge permet à Théodore Vaquet de redécouvrir la partie nord du site. 20 ans plus tard, nous sommes donc en 1880 et le terrassement de la Compagnie Générale des Omnibus
permettent de mettre à jour la partie sud du site. Il était prévu que les arènes soient rasées pour construire un dépôt de tramway. Fort heureusement, une association se créa, les Amis des Arènes. Cette association est suivie par Victor Hugo. Oui, le grand Victor Hugo. Victor Hugo a alors envoyé un texte au conseil municipal de Paris. On a retrouvé le texte de ce courrier. Paris, le 27 juillet 1883. Monsieur le Président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile et, ce qui vaut mieux, vous montrerez un grand exemple. Je vous serre le main, Victor Hugo. Et ainsi, le conseil municipal de Paris acquit les arènes de Lutèce, monument historique. On évita que les choses aillent de mal en pis. En pis. Si Victor Hugo, s'est battu pour sauver ce monument, nous, c'est un monument de la pensée mathématique que nous allons nous attaquer. Patience, ça vaut la peine. Comme faisaient les Grecs en l'Antiquité, nous allons essayer de déterminer le périmètre des arènes en trichant un peu et en considérant qu'il s'agit d'un cercle. On vous croit. Nous allons dire que le diamètre de ce cercle est d'environ 2 mètres. Expérimentalement, grâce à notre fil de laine et à notre savoir-faire, que le périmètre de cette arène est d'environ 6,30 mètres. Après avoir réalisé un grand nombre de fois cette expérience sur des cercles de tailles différentes, les Grecs ont donc conclu que la longueur d'un cercle était proportionnelle à son diamètre. Et ce nombre est toujours le même. Que le cercle soit minuscule ou immense, ce nombre est proche de 3,14. 3,14 est donc une proportion, un rapport. Est-ce que cet honorable public voit se dessiner l'ombre du monument mathématique? Oui, madame, monsieur, bravo. Un hommage aux Grecs. Ce nombre a reçu une lettre de l'alphabet grec. C'est le mathématicien iranien Al-Kashi qui, en 1420, a ainsi voulu honorer ses prédécesseurs grecs. Pi est notre monument. Pour expliquer pourquoi pi est compris entre 3 et 4, on vous propose de quitter le terrain de la simple mesure et de raisonner. Ce raisonnement que l'on va vous proposer a été mis au point dans l'Antiquité, comme dans notre enfance. Une logique en glace, de manière à faire apparaître une figure à 6 côtés, un hexagone régulier. Cet hexagone a pour côté le rayon du cercle. Je vous explique. Chacun de ces triangles est équilatéral, puisqu'il a 2 côtés de même longueur. Et chacun de ces triangles a un angle de 60 degrés, puisque l'angle au centre de 360 degrés est divisé en 6 parts égales,
puisqu'il s'agit d'un hexagone régulier. Cela suffit donc pour dire que cet hexagone n'est pas isocèle, ni même équilatéral. Vous me suivez ou je recommence plus? Alors, on peut donc dire que le périmètre de l'hexagone est égal à 6 fois le rayon ou bien 3 fois le diamètre. Revenons-en à l'un des côtés de l'hexagone. Ce côté est plus court que l'arc de cercle qui rejoint les deux sommets. Le périmètre de l'hexagone est donc inférieur à celui du cercle, ce qui donne 3 fois le diamètre inférieur à pi fois le diamètre, ce qui signifie que 3 est inférieur à pi. C'était bon. Passons ensuite au carré. Alors, on peut dire que ce carré a un côté qui est égal au diamètre du cercle. On peut donc en conclure que le périmètre du carré va être supérieur à celui du cercle. Et que donc 4 fois diamètre sera plus grand que pi fois diamètre. C'est ce qu'ont fait Archimède, puis des siècles plus tard, le chinois Liu Yin. On trouve une valeur approchée de pi de plus en plus précise. Et pourtant, pi n'est pas un nombre décimal. On ne peut pas l'écrire de façon exacte avec nos 10 chiffres. Cela a été démontré par des mathématiciens et cela dépasse nos capacités d'élèves de 3e. Revenons-en aux arènes de vitesse. Leur diamètre est de 50 mètres. Leur périmètre est 50 fois pi, ce qui donne environ 157 mètres. En fait, les arènes ont un périmètre de 156,23 mètres. On n'était pas si loin. Pour conclure, nous allons vous montrer une courte vidéo sur pi. Disons-le tout net, sans pi, il n'y aurait pas de table ronde, pas de roue qui roule, pas de pleine lune, pas de 2 pierres ni de pierre 2, pas de problème insoluble. Et bien d'autres choses encore. L'histoire de pi est aussi longue que les chiffres qui s'alignent derrière la virgule. Nous sommes à Samarcande, en Perse, en Asie centrale, en 1420. Al-Kashi est professeur de mathématiques et d'astronomie dans la grande école fondée par le souverain Ulugh-Bek. Bien que tout à fait saint d'esprit, Al-Kashi a tendance à faire des mathématiques partout et tout le temps. Il s'intéresse en particulier aux propriétés du cercle. Mettons qu'un épicier lui rende la monnaie en pièces bien rondes, aussitôt il divise leur circonférence par leur diamètre et il trouve 3,141 ou 3,142, ça dépend. Supposons qu'il contemple la pleine lune par un beau soir d'été. Il divise la surface par le rayon au carré. Et là, encore, 3,142. Tandis que le mois suivant, 3,141. Et pour n'importe quel cercle, c'est toujours ce nombre-là. 3,14 à 0,001 près. Sauf qu'Al-Kashi n'est pas homme à se contenter de si peu de précision. 3,141 ou 3,142, il faudrait savoir. Comment savoir ? Pour être plus précis, il me faudrait un concept, une idée, quelque chose de bien solide, méthodique, un raisonnement carré, quoi. Quelque chose qui tienne debout, qui me permettrait de faire tenir le cercle en place. Parce qu'il trace le cercle, il roule, il trace sa route. Je lui glisserais bien une petite cale, là, sous les pieds. Quelque chose pour le stabiliser. Ou alors je pourrais l'enfermer dans un carré. Ou dans 2 carrés. J'aurais un cercle inscrit dans un carré circonscrit qui comprendrait un carré inscrit. Si je comprends bien, mon cercle serait compris. Si je précise un peu, il est cerné.
Si chaque segment est ainsi divisé à chaque fois et que je réitère à l'infini, il y a bien un moment où les deux polygones auront quasiment la même surface, non? Voilà, le petit de Al-Kachi est né. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Un chiffre à 0,000000000000000000001 près. Il y a 14 zéros. Al-Kachi encadre son résultat, le grand concours est lancé. Parmi les nombreux participants, citons John Machin en 1706, 100 décimales, et bondissons jusqu'au record actuel, messieurs Yi et Kondo en 2010, 5000 milliards de décimales. Sauf que ça ne sert à rien. Parce que pour calculer la circonférence d'un cercle, de pierre et sa surface, pierre 2, 4 ou 5 décimales, ça suffit. En mathématiques, parfois le résultat est moins intéressant que ce que l'on débusque sur son chemin. Pi a vu émerger de nombreuses questions et de drôles de réponses qui ont servi pour les antibiotiques. Parce que c'est drôle là. Ah. On me dit que c'est une erreur les antibiotiques. Bien, nous allons faire une pause pour nous rafraîchir. Nous vous invitons à aller dans cette salle en passant par l'extérieur. Cette pause durera une demi-heure.